Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies qui s'est tenu à Fès il y a 2 semaines. Plus de 1500 participants, dont des délégations officielles représentant des pays et des gouvernements, des jeunes, des associations et des médias, ont pris part aux travaux de ce 9e Forum mondial. La rencontre a été marquée également par la présence de 42 ministres, 9 chefs d'organisations régionales et internationales, ainsi que 12 anciens chefs d'État ou de gouvernement. Les travaux du 9e Forum avaient pour but de renforcer le dialogue et la coopération entre les communautés, cultures et civilisations. Lors de son discours d'ouverture, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la pertinence d'organiser un tel forum au Maroc. À ce propos, permettez-moi de citer un extrait. Le Maroc est depuis longtemps le fer de lance du dialogue interreligieux et de la lutte contre l'extrémisme. Le Maroc est un hôte naturel pour ce forum et la ville de Fès est le lieu idéal pour se retrouver à engager une réflexion sur l'état de notre monde. Dans son communiqué final, la déclaration de Fès, adoptée à l'unanimité, rappelle les fondements ayant présidé à la création de cette alliance, de même qu'elle fixe les objectifs, les priorités et le plan d'action pour la prochaine période. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons procéder à l'analyse de ce 9e forum et ses répercussions pour le Maroc, l'Afrique et le monde. Nous verrons comment promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension à travers de tels forums et comment le Maroc contribue à atteindre ses objectifs. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jason Isaacson. Il est expert sur ces questions de tolérance et de compréhension mutuelle. Monsieur Isaacson est le directeur des politiques à l'American Jewish Committee. Il était auparavant porte-parole du sénateur Christopher Dodd. Enfin, Jason Isaacson a été décoré en 2009 par le roi Mohammed VI de la médaille du Chevalier du Trône du Royaume du Maroc. Alors avant d'entamer le débat avec notre invité, je commencerai tout d'abord, comme à l'accoutumée, avec notre chroniqueur Mark Feifley. Marc, il s'agit du 9e forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, le premier du genre en Afrique. Alors, à travers ces 9 éditions, si on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent? Tout d'abord, ce fut un forum exceptionnel et sa tenue au Maroc a démontré la force du Royaume à travers le choix des Nations Unies de tenir cette édition pour la première fois sur le territoire marocain. En effet, plus de 1500 participants dans des délégations officielles représentant des pays et des gouvernements, des jeunes, des associations et des médias ont pris part aux travaux de ce 9e Forum mondial. La rencontre a été marquée également par la présence de 42 ministres, 9 chefs d'organisations régionales et internationales, ainsi que 12 anciens chefs d'État ou de gouvernement.
C'est vraiment extraordinaire lorsqu'il existe un tel forum à travers lequel les représentants de la communauté internationale peuvent être réunis en un même lieu et à un moment donné pour discuter des solutions souhaitées et de ce qui peut être fait pour établir la paix dans nos sociétés, ce qui n'arrive pas dans la plupart des cas malheureusement. De ce fait, je crois que c'est l'essence de ce que l'Alliance des civilisations cherche à faire sous l'égide des Nations Unies. En effet, ce 9e forum a bien montré les chemins de la paix et du vivre ensemble. C'est formidable que le Maroc accueille cette édition. D'ailleurs, l'accent a été mis sur le rôle des femmes en tant que médiatrices capables de trouver des solutions aux défis de leur société. Il ne faut pas oublier également le rôle primordial des jeunes de la nouvelle génération en matière de la paix et du vivre ensemble. Cela aura d'énormes impacts dans les jours, les mois et les années à venir. Okay, well, that's a very powerful statement, Mark. You certainly got my attention. Merci Marc pour cette excellente contribution. Nous vous retrouverons dans la deuxième partie de cet épisode. Veuillez rester avec nous. Je me tourne à présent vers mon invité, Jason Isaacson. Jason, dans son discours d'ouverture de ce forum, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a parlé d'un monde en crise. Permettez-moi de le citer. Les forces de la discorde et de la haine trouvent un terrain fertile dans un paysage marqué par les injustices et les conflits. Des divisions croissantes menacent la paix et la sécurité mondiale, provoquent de nouvelles confrontations et rendent d'autant plus difficile la résolution de conflits anciens. Les inégalités et les injustices se creusent. Fin de citation. Intolerance and irrationality are running rampant. So, pretty dramatic Jason, right? Il est clair que cette description de la situation a un côté dramatique. Lorsque nous entendons de tels propos, l'image nous donne l'impression que tous nos efforts sont voués à l'échec. Mais il y a des personnalités telles que le roi Mohammed VI et le secrétaire général des Nations Unies qui refusent cet état de fait, même dans les circonstances les plus difficiles. I guess my question for you is, what do they see that maybe some of the rest of us are missing? Alors, pouvez-vous nous parler de leurs efforts pour donner plus à ce monde dans lequel nous vivons? And does that sustain their work? Adam, il est clair que la lutte contre l'intolérance et l'engagement pour une société plus juste et plus inclusive se heurte à plusieurs difficultés. En fait, les défis tels que les décrits par le secrétaire général des Nations Unies, exprimés par André Azoulay au nom de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sont énormes. Mais le fait d'établir des institutions et des réseaux à travers lesquels on peut instaurer la confiance, développer la coopération et résoudre certaines de ces tensions existantes au sein de nos sociétés est exactement la voie à suivre. Mais est-ce que je m'attends à ce que le 9e forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies aboutisse à résoudre tous les problèmes de haine, de méfiance et d'incompréhension? Bien sûr, je dis non, mais les discussions conduiront-elles à un moment vers des solutions au sein des communautés? Je dis oui, parce que le forum offre une atmosphère positive et nous baserons sur ce qui a été réalisé lors de la prochaine édition au Portugal, après 1 an et demi, et bien sûr, nous continuerons à avancer. Le fait que les Nations Unies aient mis en place ce mécanisme est très important et le fait qu'un de mes amis, le haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, Miguel Ángel Moratinos, préside cette session est également d'une importance majeure, d'autant plus que le fait que Sa Majesté le roi Mohammed VI ait accueilli cette manifestation au Maroc comme un lieu qui fait valoir le caractère inclusif qui incarne le pluralisme tel que reflété dans la Constitution marocaine de 2011, montre la diversité ethnique et religieuse du Maroc et de son histoire qui a toujours envoyé un message positif aux communautés internationales, au peuple marocain et à tous ceux qui s'intéressent à l'édification des sociétés plus saines et plus pacifiques.
Bien, j'aimerais maintenant vous interroger sur des questions relatives à votre domaine, qui est la religion. Le roi Mohamed VI s'est concentré sur les efforts du Maroc pour soutenir l'Alliance des civilisations. Permettez-moi de vous citer un extrait de son discours aux participants, dont lecture a été donnée par André Azoulay, le conseiller du roi. Je le cite. Avec une constance irréfragable, nous faisons au Royaume du Maroc le choix sans cesse renouvelé de demeurer une terre de tolérance, de coexistence et d'ouverture. En tant que commandeur des croyants, de tous les croyants, nous nous portons garant du libre exercice des cultes partout au Royaume du Maroc. Nous considérons que la religion doit être un rempart contre l'extrémisme et non son prétexte, et nous prenons cette conviction partout à travers la diplomatie cultuelle du Royaume. Fin de citation. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur ce passage, car il ne s'agit pas seulement de tolérance entre les différentes religions, mais aussi d'accepter les différences entre les personnes d'une même religion. Écoutez, Adam, Sa Majesté le roi Mohamed VI a un rôle exceptionnel et cela est devenu une grande tradition au Maroc avant même l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, où la reconnaissance des différents groupes au sein de la société et des différentes ethnies, cultures, histoires et civilisations qui ont coexisté pacifiquement sur la terre du Maroc et tous unis sous la bannière du Royaume du Maroc et sous le leadership de Sa Majesté le roi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette diversité s'est reflétée dans la constitution marocaine qui a été approuvée lors d'un référendum en 2011 où le judaïsme et d'autres religions ont été reconnus comme faisant partie du patrimoine historique du pays. En effet, le Maroc est devenu un lieu de rencontre et de rassemblement pendant de nombreuses années car les Juifs ont vécu au Maroc pendant des milliers d'années et aujourd'hui les accords d'Abraham ont restauré la relation du Maroc avec les Juifs grâce à la vision perspicace de Sa Majesté le roi Mohamed VI. En fait, le Maroc est redevenu un lieu de rencontre des civilisations et des cultures, un lieu pour célébrer la différence et la diversité et trouver les moyens d'unir la société. Je ne trouve pas un autre pays qui puisse être hôte pour l'Alliance des civilisations dans cette édition ou qui puisse être un meilleur exemple que le Maroc avec tous les avantages de cette inclusion sociale au sein du Maroc. Parfait, c'est très important. Alors après une courte pause, nous poursuivrons notre discussion sur ce que l'on peut apprendre à partir de l'exemple du roi Mohamed VI et de ce forum de Fès sur la manière de s'éloigner de la haine et de la perte de confiance en l'autre. Nous en parlerons après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur le Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies qui s'est tenu à Fès, au cours duquel le Maroc a présenté un modèle de tolérance pour l'Afrique et le monde. On va commencer cette seconde partie par un extrait du message aux participants du roi Mohamed VI, lu par André Azoulay, le conseiller du souverain. Les extrêmes saturent le débat et disqualifient des discours modérés. Les religions sont trop souvent instrumentalisées lorsqu'elles ne sont pas stigmatisées. Le populisme agite les sociétés, inventant les questions sans y répondre, brandissant la migration tel un épouvantail dans les contextes d'élection et érigeant le migrant en bouc émissaire. Jason, Sa Majesté le roi Mohamed VI a également évoqué dans son message la visite du pape François au Maroc et la signature d'un appel conjoint appelant à préserver la ville de Jérusalem comme patrimoine commun des trois religions monothéistes. Dans ce contexte, je ne peux manquer de mentionner qu'après la victoire du Maroc contre la Belgique à Doha, des milliers de supporters marocains ont dédié sur Twitter cette victoire aux Palestiniens.
Si on prend en considération la coopération entre Sa Majesté Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape pour essayer de faire de la ville de Jérusalem un patrimoine commun de l'humanité et par-dessus tout ouvert aux fidèles des trois religions monothéistes comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique. Il est difficile d'oublier la dimension politique marquée par la montée de l'extrémisme à Jérusalem entre musulmans et juifs et au fait que le nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a inclus des membres de la droite ultra-extrémiste dans son gouvernement. Vous, ainsi que l'American Jewish Committee, défendez l'importance de la compréhension et de la tolérance, indépendamment de toute affiliation partisane. Vous n'êtes ni de droite ni de gauche. Alors ma question est la suivante. Compte tenu de ce que veulent le roi et le pape, les développements en Israël vous dérangent-ils ? Et quel est votre conseil à ceux qui s'inquiètent de la reprise de cette violence et qui militent pour une solution mutuellement acceptable? A mutually acceptable resolution of the Jerusalem question. Well, this is a very large question that you've posed. Let me do what I can to answer. It's important to note, first of all, that under Israeli authority, Jerusalem is open to all faiths. That must be understood. And the new government, as the previous government, will do everything it can to make sure that that status quo is maintained. C'est une question bien dosée. Permettez-moi de faire un effort pour y répondre. Il est d'abord important de mentionner que sous la souveraineté israélienne, la ville de Jérusalem reste ouverte à toutes les religions et cela doit être compris car le nouveau gouvernement israélien fera tout ce qui est en son pouvoir, comme les gouvernements précédents l'ont fait pour que cette situation perdure. Deuxièmement, oui, il y a des éléments extrémistes dans la société israélienne, tout comme dans l'autre société, et ici dans la société américaine également. Il y a des éléments d'extrême droite et des éléments d'extrême gauche. Aux élections israéliennes, l'extrême droite a gagné avec une majorité simple et il faut bien comprendre que la victoire est revenue à une minorité. En fait, les partis d'extrême droite dont vous avez parlé ont formé une coalition ministérielle avec le Premier ministre Netanyahou et ont remporté 14 sièges à Knesset qui compte 120 membres avec environ 11% des voix. Ils sont déjà minoritaires, mais ils auront certains pouvoirs dans le gouvernement de Netanyahou. Cependant, j'hésiterais à sauter à la conclusion que tout ce qui a été dit au cours de la campagne électorale et qui a été exprimé par des candidats et des personnalités politiques auparavant devra être traduit en politique réelle pour le gouvernement d'Israël. Moi, personnellement, je m'appuie sur la bonne logique du Premier ministre d'Israël qui est pragmatique et veut réussir et poursuivre le succès des relations d'Israël a établies dans le passé pendant son mandat de Premier ministre avec les pays arabes. Alors, on doit attendre pour voir ce qui se passe et je m'attends à ce que ces valeurs soient approuvées dans la nouvelle coalition ministérielle. I'm expecting those values to be enforced in the new coalition. Mark, Jason a soulevé un certain nombre de points importants, notamment le fait qu'il y a un nombre limité d'extrémistes dans le gouvernement israélien. Mais c'est le problème de l'extrémisme en général, qu'il soit de droite ou de gauche, et c'est une question réaliste dont souffrent tous les pays du monde, même ici aux États-Unis. Dans ce contexte, je voudrais vous lire un extrait du message adressé par le roi Mohammed VI aux participants. Je le cite. La politique parle aux citoyens, la religion parle à leur âme, le dialogue parle à leur civilisation. Fin de citation. Alors, que se passe-t-il quand la religion se mêle de politique ? En fait, il y a 11 sièges sur une centaine en Israël pour les extrémistes religieux et malgré ce petit nombre, cela reste frappant, surtout lorsqu'ils occupent des postes de responsabilité. Mais même aux États-Unis, il y a des évangélistes qui ont une grande influence sur la politique. Et la même chose existe dans des pays arabes, en Égypte ou même au Maroc, où la religion a été instrumentalisée dans la politique, qui est elle-même imbriquée dans la religion.
and using religion to advance their politics. How do we, Et c'est pourquoi le roi du Maroc insiste sur l'importance du dialogue dans le monde d'aujourd'hui. Ma question pour vous maintenant est la suivante. Sur la base de ces antécédents, quel est le danger d'une telle situation à long terme et comment pouvons-nous y faire face, que ce soit en Israël, au Maroc ou ailleurs? So I think religion is always going to play a part in our political processes and in our Écoutez, la religion jouera toujours un rôle dans les processus politiques par le biais des urnes, et cela dépend ici des éléments de notre société avec lesquels nous travaillons de manière interactive, où nous tirons des informations dont nous pouvons bénéficier pour prendre les meilleures décisions, afin que nous réalisions que nous avons notre vie religieuse et notre vie politique, et qu'il y aura en effet une sorte de rapport entre les deux vies, et où l'on s'est doté d'une société capable de fonctionner efficacement des clés de la société civile pour représenter les citoyens tout en protégeant la liberté de conviction. C'est quelque chose que nous voulons tous pour pratiquer nos rituels et communiquer avec nos religions d'une manière qui rend nos sociétés plus fortes. Mais pour que nous ne permettions pas à l'idéologie religieuse de contrôler les aspects du travail du gouvernement pour obtenir des résultats à travers lesquels les citoyens recherchent une société interactive qui avance vers le bon objectif. Et cela constituera un défi auquel nous serons confrontés au cours des générations à venir. Mais il est possible que nous n'arrivons pas à relever ce défi ni dans le cadre de cette émission, ni lors du forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies le mois dernier. Mais le fait que nous discutons de cela et nous travaillons ensemble en vue de développer des relations pour relever le défi est un pas dans la bonne direction. what are the critical protections? Quels sont les facteurs de protection efficaces qui permettent à la religion de jouer son rôle juste et nécessaire dans la société sans lui permettre de tout détourner? Écoutez, il est clair que notre discussion d'aujourd'hui est appropriée à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, tout comme dans d'autres pays, parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous voyons aujourd'hui un mouvement à l'intérieur des États-Unis qui cherche à imposer une certaine idéologie religieuse à tous les segments de la société. Et il est clair que les pères fondateurs de cet American Jewish Committee avaient l'intention, il y a plus de 100 ans, l'intention d'empêcher que cela ne se produise en permettant à toutes les institutions religieuses, foi ou individus, de pratiquer sa religion sans pression, coercition ou ingérence du gouvernement ou de toute autre partie de la société américaine, et nous devons respecter cela. Dans notre société, nous avons la Constitution américaine, et au Royaume du Maroc, ils ont Sa Majesté le roi Mohamed VI et la solide tradition marocaine qui permet la liberté de pratiquer les rites religieux et la non-ingérence dans les pratiques religieuses des personnes au Maroc. Cela est la norme qui doit être respectée et nécessite un certain apprentissage de ce principe. De même, la société civile comme AJC et d'autres comme l'Alliance des civilisations travaillent en vue de développer la prise de conscience dans les sociétés sur la nécessité de la non-ingérence, le respect des religions, le respect de la croyance des citoyens et même leur manque de foi s'ils choisissent de le faire. Ce sont des principes que nous avons toujours défendus et que l'Alliance des civilisations des Nations Unies a défendu également, ce qui a été exprimé par Harmeet Shahid, le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, dans son rapport sur l'antisémitisme, qui sont toutes des choses fondamentales auxquelles nous croyons et auxquelles Sa Majesté le roi Mohamed VI croit énormément. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Ce fut une analyse pertinente et précise qui nous incite à réfléchir davantage à ces questions, en particulier celles liées au discours de haine et à l'utilisation de réseaux sociaux pour diffuser des messages de haine. Je n'ai pas eu le temps de poser toutes les questions qui me taraudent aujourd'hui. Nous y reviendrons peut-être dans les prochaines éditions.
Cependant, ce qui a attiré mon attention, ce sont les aspects pour lesquels nous avons traité de la compréhension, de la tolérance et de la lutte contre le côté obscur de l'esprit humain, car tout homme porte en lui une part d'ombre. Il y a de la colère, de la haine, de la suspicion, et il y a également de la confiance, de l'ouverture et de la générosité. Cet antagonisme existe dans chaque être humain et dans chaque société. Mais la meilleure société est celle qui réussit à donner la priorité aux aspects positifs sur les aspects négatifs. Ce sont les sociétés dans lesquelles l'état de droit et les traditions sont le phare qui guide la communauté. Le Maroc a su vaincre les forces des ténèbres parce que les forces de la lumière le dirigent grâce au sage leadership du roi Mohammed VI. Le Maroc est témoin de traditions de tolérance qu'il a héritées des siècles avant les États-Unis en raison de sa constitution, comme l'a dit Jason, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas ces symboles. En somme, nous devons rester sur la bonne voie, celle de la lumière, et nous éloigner du chemin du mal auquel nous nous confrontons quotidiennement dans nos pays. Je tiens à remercier notre invité, Jason Isaacson. Merci également à vous, Mark Feifly. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt.